Alors, bonsoir à tous. Éric Poirier pour CFCPU. Alors, je connais certaines personnes dans la salle. Bonsoir particulier. Et écoutez, je vais vous épargner un peu ce soir. J'essaierai de faire rapidement et d'être concis, étant donné qu'il doit être 21h15 chez vous et une grosse journée. Alors, rapidement, le déroulement de la conférence que je vous propose, je fais une courte présentation de CFCPU. Après ça, par la suite, étant donné la nature du congrès, je vous explique par le modèle qu'on a mis en place pour les SDIS, un petit peu nos concepts de formation. Et puis, tout au long de la présentation, je mettrai des temps pour une période de questions, si c'est possible, que vous ayez un micro accessible. Et à la fin aussi, je mettrai une petite période de questions pour répondre à toutes les interrogations que vous pourriez avoir. Durant la présentation, je vais essayer de faire ça en mode interactif, donc je vous présenterai non pas par le biais d'un PowerPoint, mais plus par les exercices des activités qu'on a mis en place par la formation ouverte à distance. Et puis, écoutez, on essaiera de le faire de façon interactive, encore une fois, pour que vous puissiez répondre. Alors, rapidement, pour commencer, le CFCPU, Centre de formation en conduite préventive d'urgence, on a d'abord évolué pour un besoin criant qui était la formation des pompiers au niveau de la conduite des véhicules en mode urgence. Et, de fil en aiguille, on a développé une formation sur le comportement. Donc, on a travaillé de concert avec certaines universités, dont l'Université de Montréal, l'Université Laval à Québec, des centres de sécurité routière, services de police de la Ville de Montréal et différents SDIS, dont le 1054 et le 1044 en France, pour mettre en place un projet de formation qui pouvait aider les grosses structures à former l'ensemble de leurs membres dans un court laps de temps. Alors, avec le temps, CFCPU, qui était à la base une entreprise de formation de conduite, a développé différents autres domaines et c'est ce qui nous permet d'œuvrer aujourd'hui dans différents pays, soit la France, la Suisse, la Belgique, la Chine, un projet en Côte d'Ivoire et en Bolivie. Donc, on est présent sur tous ces territoires et la façon de faire, c'est forcément par le biais de la formation en ligne. Donc, ça vous présente un peu l'entreprise, l'expertise, de où on est arrivé. Maintenant, dans le projet qui nous intéresse, je vais vous parler un peu des étapes pour la mise en place de ces formations-là, c'est-à-dire que d'établir la bonne ingénierie de formation pour chaque structure qui est à former. En 2012, on a émis un rapport de formation pour les SDIS. Donc, pendant 2 ans, soit de 2010 à 2012, on a fait des projets pilotes dans le département 54, dans le département 44, à travers lesquels on est allé analyser la clientèle, les besoins, les problématiques et surtout les objectifs à atteindre. Ce qui nous a permis de comprendre certains éléments de problématiques qu'il fallait absolument résoudre si on voulait mettre en place la formation de conduite au niveau comportemental. Alors, parmi ces problématiques-là, il y avait le roulement de personnel, il y avait le temps de former un formateur et la durée pour laquelle le formateur allait rester en place. Aussi, il y avait la problématique de rejoindre les pompiers volontaires, c'est-à-dire pas toujours les mêmes disponibilités que les pompiers professionnels. Alors, avec toutes ces problématiques-là, on est arrivé avec une solution qui permettait de réduire les temps de formation, qui permettait de mettre en place des structures de formation directement dans les SDIS pour que ces mêmes départements deviennent indépendants, plus autonomes, et en même temps qu'ils soient capables de rejoindre l'ensemble de leurs pompiers dans un court laps de temps. Suite au rapport d'études, on a fait un autre pilote et c'est ce qui a donné lieu à un partenariat, je dis partenariat, mais à un travail qui s'est fait avec le CNFPT, ce qui nous permet d'offrir aujourd'hui des formations de moniteurs en conduite préventive d'urgence dans l'ensemble des SDIS en France, par le biais de chaque région, chaque centrale régionale.
Maintenant, dans ces analyses de clientèle-là, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que la clientèle rajeunissait. Donc, qui dit clientèle qui rajeunit, dit aussi qu'on doit s'adapter au niveau des moyens technologiques. Et aujourd'hui, la clientèle évolue d'une façon tellement progressive, tellement rapide, que les outils qui sont à jour aujourd'hui, ben, demain, déjà, on est en retard. Aujourd'hui, les jeunes pompiers qui rentrent en service ont le téléphone greffé à la main, si ce n'est pas à l'oreille, ils font tout par leur téléphone. Donc, il faut développer encore au niveau des apprentissages, au niveau des appareils ou de la technologie, il faut développer des formations qui sont capables d'être supportées par ces appareils. Alors, le défi qu'on avait, c'était d'être capable de faire quelque chose de concis, qui serait utilisé, qui donnerait des résultats et surtout qui permettrait aux services qui ont le besoin de former leurs pompiers de le faire à un coût raisonnable. Suite aux études, suite au projet pilote, on a mis en place la formation de moteurs en conduite préventive dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est à travers cette formation-là, donc l'explication de cette formation-là, que je vous propose d'élaborer sur les résultats qu'on a eus sur le terrain en France les dernières années. Alors, jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions sur qui est CFCPU et le déroulement un peu de ma présentation? Est-ce que vous avez accès à un micro? J'ai posé la question, mais je n'ai pas eu de réponse. Oui? Oui. D'accord. OK. Parfait. Donc, dans un premier temps, la base de la formation, la base sur laquelle CFCPU s'est ancré, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est sur le comportement. Pourquoi on a adopté une formation comportementale? C'est que la problématique qu'on a rencontrée, c'est que les conducteurs, au niveau technique, étaient capables de faire, de conduire. Il y avait déjà le permis de conduire, ils étaient capables de manœuvrer le véhicule. Si on leur en donnait le temps, ils étaient même capables de faire certains circuits. Donc, ils étaient en mesure de conduire adéquatement un véhicule. La problématique, par contre, se situait au fait que lorsqu'ils arrivaient en mode urgence, bien, à ce moment-là, on rencontrait beaucoup plus un haut niveau d'accidentologie, un haut niveau de stress, et au niveau de la mission aussi, parfois, bien, il y avait des missions qui ne pouvaient pas se faire, étant donné que les véhicules soit ne se rendaient pas sur les lieux, ou lorsqu'ils arrivaient, l'équipage souffrait ou était soumis à un stress énorme. Alors, on a adopté, on s'est questionné, puis on s'est rendu compte que le problème ne se situait pas au niveau technique, mais plutôt au niveau comportemental. Donc, dans une formation traditionnelle, qui est une formation pédagogique, on énumère 3 types de savoir. Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Malheureusement, dans une formation traditionnelle, on a beaucoup de difficultés à établir et à valider le savoir-être. Alors, on s'est penché sur la question, puis on a développé des activités plus sur une base d'andragogie. Donc, on s'est rendu compte que, à travers les éléments de formation qu'on pouvait donner dans une formation ouverte à distance, le niveau de participation et le niveau de rétention étaient beaucoup plus élevés, étant donné que chaque personne était impliqués dans la formation et devaient se compromettre et aussi remettant en question leur connaissance, étant donné que parfois, ils n'arrivaient pas à trouver les bons éléments. Alors, on a construit une formation qui est diffusée via les plateformes de formation LMS traditionnelles. Et par le biais de cette formation-là, on débute la mise en place. Par la suite, on ne peut pas dissocier la formation traditionnelle pratique d'une formation en ligne ou d'une formation théorique. Donc, il faut qu'à un certain moment, il y ait une personne, un être humain qui s'implique dans cette formation. Il faut absolument aller sur le terrain, valider ce qui a été fait au niveau d'une plateforme ou d'une formation théorique. Alors, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on s'est dit, on va faire un travail préparatoire aux gens via les LMS. Par la suite,
on va aller créer des pôles de formateurs qui sont des moniteurs en conduite préventive. Et eux pourront, à ce moment-là, dans chaque département où il y aura cette formation-là qui sera mise en place, pourront aller valider, vérifier, orienter et encadrer le personnel lors d'une formation pratique. Et c'est là où le défi se présentait parce que, étant donné qu'on avait un court laps de temps pour faire la mise en place de ces formations ou de ces formateurs, il fallait trouver le moyen, à travers une semaine de formation, de prendre un formateur, le déconstruire, de sortir de sa zone de confort, puis après ça, le recadrer pour qu'il puisse utiliser les outils qu'on lui proposait. Au jour d'aujourd'hui, on a une soixantaine de formateurs mis en place. Pour la plupart, ils sont toujours en poste. Et le retour qu'on a du terrain, c'est qu'il y a une amélioration significative, d'un résultat significatif au niveau de la réduction de l'accidentologie. Donc, ce qu'on comprend, c'est que là où ça a été implanté, là où ils ont suivi le processus, ils ont eu des résultats probants sur le terrain. Maintenant, je vais vous présenter, là, je vais faire un partage d'écran. J'espère que ça va fonctionner. Je vais vous présenter un court vidéo qui va vous expliquer rapidement le processus de formation d'un formateur, moniteur conduite préventive d'urgence. Puis suite aux vidéos, je vais vous expliquer les différentes étapes que chacun doit suivre. Et par la suite, on va énumérer, on va observer certains ateliers qu'on leur fait faire pour comprendre comment on fait la passerelle de la formation en ligne vers le terrain. Alors, je tente. Partage d'écran. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. D'accord. Alors, c'est Gracieuseté du 10-22. C'est un petit vidéo qui a été fait maison par eux suite à notre passage. Ça vous donne en image et en musique un petit peu le concept et par la suite, on en discute. Il n'y a pas de son, c'est normal? Non, c'est pas normal. OK. Mais c'est uniquement de la musique, donc Ah bon, OK. enlève la beauté du... Ah, vous n'avez pas eu le son. C'est pas grave. Ah, je chantais, donc vous avez manqué quelque chose de bien. Donc, rapidement, ce que je vous ai présenté, c'est le stage qu'on déploie pour former les formateurs sur le terrain. Dans un premier temps, on envoie des codes pour que les formateurs et les participants soient en mesure d'appréhender ce qu'ils vont vivre au niveau du stage pratique et aussi d'acquérir certaines notions de base qu'on a besoin qui soient connues et sues de leur part. De plus, la formation ouverte à distance permet de valider parce que tout ce qui est fait sur la formation va être suivi dans un gestionnaire de formation, par un gestionnaire de formation, et on peut savoir pour chaque personne qui a fait les examens ou encore les ateliers, combien ils ont réussi
quelles étaient leurs lacunes, quelle était leur force et à quel endroit ça n'a pas été très bien compris par l'ensemble du groupe. Donc, ça nous permet de préparer la formation sur le terrain. La formation ouverte à distance aussi permet une autre chose très importante dans le sujet qui nous concerne, c'est-à-dire que, étant donné qu'on travaille sur des concepts d'andragogie, ce qu'on veut développer, nous, par le biais de la formation en ligne, c'est tout simplement un cheminement cognitif. C'est-à-dire que on prend un adulte qui a déjà des connaissances, qui a déjà une expérience, qui a déjà fait une réflexion, et là, on le remet en question. On lui permet d'adapter des nouvelles connaissances, d'acquérir des nouvelles connaissances, et aussi, on lui permet de réfléchir sur des choses qu'il croyait acquis. Et ça, c'est avant qu'il se présente sur sa formation de conducteur. On fait la même chose avec les formateurs. Et les formateurs et les conducteurs suivent la même formation, à la différence près que pour les formateurs, on demande un seuil de réussite de 90%, et pour les conducteurs, un seuil de réussite de 80%. Et ici, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne demande pas un temps de formation, on demande un seuil de réussite. Il y a des participants qui vont prendre 4 heures, il y a des participants qui vont prendre 20 et 27 heures pour atteindre les seuils de réussite. Et ce qui est important pour nous, c'est que les gens, lorsqu'ils arrivent à leur formation, ils aient un acquis de connaissance qui est approximativement le même. Étant donné qu'il y en a qui avaient besoin de mettre plus d'efforts, la formation en ligne nous le permet. Les autres qui avaient déjà ces acquis, eux, ils l'ont fait plus rapidement. C'est ce qui vient, c'est une des grandes forces de la formation ouverte à distance, c'est que chaque participant doit, à sa façon, acquérir la formation et la prendre en charge. Suite à cette formation ouverte à distance, ce qui est important, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous, on s'est aperçu qu'il fallait revenir rapidement sur le terrain pour valider les acquis. Donc, dans une période de 1 mois et demi après la formation, il faut absolument que les participants soient avec un formateur sur le terrain pour valider ces informations. Nous, la façon dont on procède, c'est sur une période de 4 jours, on va former les moniteurs et à travers ces 4 jours-là, on va aussi former 76 conducteurs. Les conducteurs, vous l'avez bien compris, c'est pour nous permettre d'accompagner les stagiaires moniteurs dans leur apprentissage. Les premiers qui viennent à la formation se sentent souvent comme des cobayes, étant donné qu'ils ont beaucoup moins de temps de formation que le dernier groupe qui passe à la fin de la semaine. Mais c'est nécessaire, étant donné que nous, tout ce qu'on fait, c'est accompagner et corriger ou encadrer les connaissances que les formateurs ont déjà. Et ce qu'on s'aperçoit dès la 2e journée, c'est que ce qu'ils ont fait au niveau de la formation ouverte à distance a été acquis, mais ils ne s'en sont pas nécessairement rendus compte immédiatement. La plupart vont dire que c'était trop scolaire, que c'était trop long, que c'était trop répétitif. Et à ça, on répond toujours qu'on ne l'a pas construite pour qu'ils aiment ça, mais on l'a construite pour qu'ils apprennent quelque chose. Donc, ils sont souvent très fâchés, très déçus la première journée. Et au fur et à mesure que la formation avance, ils s'aperçoivent que finalement, ce que je vous expliquais tout à l'heure, le cheminement cognitif, eh bien, il est ancré, il est accroché, et les gens sont en mesure de mettre en place et même d'expliquer des concepts qui auparavant leur étaient pour la plupart inconnus. L'autre chose très importante qu'on fait lorsqu'on arrive avec les moniteurs, c'est qu'on déconstruit premièrement leurs habitudes. Donc, on ne leur donne pas de PowerPoint, on ne leur donne pas le tableau, on les remet en question constamment sur leurs connaissances, en leur lançant des mises en situation auxquelles ils doivent répondre, discuter et revenir en plénière. Ils doivent s'entendre. Et au fur et à mesure que la journée avance, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont plus dans une zone de confort de formateur où je leur fournis un plan de cours traditionnel, où je leur donne les objectifs et où ils sont capables de prendre des éléments de contenu et tout simplement les répéter. Lors de cette journée-là, on leur apprend aussi quelque chose de fondamental pour ceux qui ne savent pas, c'est que dans les concepts d'andragogie,
il y a 70 à 80% du temps du formateur qui doit se passer sur l'écoute et non pas sur donner des informations. Et ça, c'est très difficile pour certains formateurs parce que ils sont habitués de dénoncer les choses, ils sont habitués de donner de l'information, mais ils sont moins habitués d'écouter et d'orienter leur formation en fonction du public qu'ils ont en face d'eux. Alors ça, on leur démontre que c'est une façon qui est très productive et très rapide pour former les adultes, étant donné que souvent les gens vont arriver en formation et vont s'attendre à ce qu'on leur donne tout cuit dans le bec. Et à ce moment-là, pour la plupart, ils n'interagissent pas ou encore ne s'impliquent pas dans la formation. Puis, ben, on finit la journée, puis on a peut-être 10-15% de notre auditoire qui ont compris. Les autres ont pu se dissimuler derrière et suivre la journée, et c'est tout. Alors, dans ce processus-là, la première journée de formation pour les moniteurs sert à la déconstruction. Dès la deuxième journée, ce qu'on leur permet de faire, c'est de mettre en place leur nouvelle connaissance et de diriger les stages. Dès la deuxième journée en après-midi, ils reçoivent des stagiaires. Si vous calculez, le lundi, ils arrivent, ils passent une journée à se faire déconstruire. La deuxième journée au matin, on met un petit baume et on les flatte dans le dos pour leur dire qu'ils sont prêts. Et l'après-midi, ils commencent tout de suite la formation. Et ils s'aperçoivent que finalement, ce qui a été le plus payant dans leur stage, ça a été la FOAD. Ça a été la formation en ligne qu'ils ont fait, qu'ils ont trouvé longue, qu'ils ont trouvé fastidieuse, qu'ils ont trouvé... Mais ils s'aperçoivent que s'ils se sont sentis de cette façon-là, c'est parce qu'ils étaient impliqués dans la formation. C'est qu'ils étaient obligés d'interagir. Et ça, ben, ça demande beaucoup d'énergie et ça leur demande aussi beaucoup de remise en question. Et ça, ils s'en aperçoivent la deuxième journée. Troisième journée de stage, on reçoit des stagiaires toute la journée. Quatrième journée de stage, c'est l'évaluation. Et dans l'après-midi, ils partent sans encadrement. Ils vont terminer un stage et lorsqu'ils reviennent, on fait un débriefing et leur semaine est terminée. Donc, dans le principe de formation d'un formateur, on a été capable de prendre une formation qui durait habituellement plus de 3 semaines et on l'a rentrée dans 4 jours. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a le mode de préparation qui est primordial à l'avance, c'est-à-dire 1 mois avant, on doit leur donner les notions sur lesquelles ils vont travailler. 30 à 40 jours après, on revient sur le terrain avec eux. Et ce que ça leur permet de faire par la suite, c'est d'utiliser la formation ouverte à distance pour rejoindre l'ensemble de leurs pompiers et de reconstruire des stages par petits groupes et de travailler sur le terrain directement avec des conducteurs qui ont déjà les notions de base, étant donné que tout le monde sera passé par le même cheminement, soit la formation ouverte à distance. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus simple, étant donné que même si les gens ne sont pas en mesure de se présenter régulièrement dans les centres de formation, ils peuvent le faire à distance. Et aussi, au niveau de la validation, on a un meilleur résultat, étant donné que chacun doit se compromettre, chacun doit interagir. Ça permet de mieux cibler là où il y a du renforcement positif à faire ou là où il y a des forces. En ce qui concerne le projet de formation de formateur, est-ce que jusqu'à maintenant, il y en a qui ont des questions? Donc, la formation de conduite préventive, mais... Pardon? Je dis toujours pas. D'accord. Il y a un petit décalage, donc j'ai de la difficulté à... Des fois, il y a beaucoup de lag, donc je suis désolé si je coupe, c'est que j'ai l'impression que vous n'êtes plus là. Ça m'en fait perdre mes idées. Donc, ce que j'allais vous dire, c'est que maintenant, la formation qu'on a mis en place pour le conducteur, c'est dans le même principe et c'est ce que les moniteurs de conduite préventive doivent être en mesure de faire lorsqu'on les libère le jeudi, donc en fin de stage. La formation est basée sur 3 étapes. Formation en ligne, ouverte à distance. Courte présentation théorique lors de leur retour sur un stage pratique. Et conduite de véhicule, soit
soit dans un circuit urbain ou dans un circuit fermé. Donc, comme vous avez vu tout à l'heure, les véhicules vont manœuvrer à travers des cônes ou encore vont être sur la voie publique et on fait des stages d'observation. Ce qui est important de comprendre, c'est que le stage est basé sur une période de 4 heures sans la FOD. Donc, la FOD est faite à l'avance et elle ne compte pas dans le temps de 4 heures. Lorsque les stagiaires arrivent à leur formation pratique, il y a une courte présentation de 20 à 30 minutes qui permet aux formateurs de bien établir un discours, donc s'assurer que les gens qui l'ont fait ont bien compris la terminologie qu'ils vont utiliser sur le terrain. Et lorsqu'ils vont être dans les véhicules, le formateur va énoncer un concept, mais on sait que le conducteur ou que les observateurs à l'arrière connaissent le concept et savent de quoi on parle. Donc, on ne perd pas de temps à réexpliquer. Tout le monde a la même base. La deuxième chose qui est importante, c'est que cette passerelle-là qui se fait entre la théorie et la pratique se fait uniquement pour validation. Il ne faut pas revenir dans les grands concepts, il ne faut pas essayer de les étourdir avec la théorie pour leur montrer qu'on connaît et qu'on comprend bien. Il faut plus orienter cette période-là par des questions qui vont nous permettre aux formateurs, de bien comprendre le public qui est en face de lui et de cerner les bonnes activités et surtout à quel moment les intégrer. Par la suite, ils vont prendre les véhicules, ils vont aller en milieu urbain et là, à ce moment-là, ils sont 3 à 4 par véhicule, plus le formateur. Et en fonction de la formation qu'ils ont reçue au niveau de la FOAD, ils vont faire de l'observation. C'est-à-dire que le conducteur, lui, est évalué sur sa conduite, sur sa technique de conduite, mais les autres qui sont placés à l'arrière, eux, vont observer les éléments qui se situent sur la voie, qui se situent dans leur environnement, pour essayer de comprendre et d'adopter une espèce de cheminement décisionnel qui est l'objectif ultime de la formation, qui permet, et là je reviens à ce que je vous expliquais au début, qui permet de modifier les comportements des conducteurs. Et c'est comme ça qu'on va y arriver, c'est-à-dire en leur faisant dire ce qu'on veut entendre, qu'on est capable de venir modifier un comportement, qu'on est capable de faire réaliser à quelqu'un que même si depuis des années, il fait les choses d'une façon et qu'il n'y a jamais eu d'accident, on est quand même capable de mettre en perspective le fait qu'il y a quand même eu des moments ou des éléments de dangerosité. À ce moment-là, il peut les éliminer de son comportement ou les éliminer de sa façon de faire. L'observation se fait pendant une période d'1 heure, 1 heure et demie. Par la suite, on va aller faire des ateliers sur un circuit fermé. Les ateliers sur le circuit fermé, je vais faire un petit partage d'écran. Donc, vous m'entendez toujours? Les ateliers sur le circuit fermé consistent à faire manœuvrer les conducteurs à travers des ateliers où on a mis certaines difficultés qui permettent de cibler le comportement et non pas la technique. Donc ici, vous voyez les cônes, et on peut avoir l'impression que la précision du parcours a une importance ou encore que la précision de la manœuvre en a une, mais en réalité, ce qu'on veut permettre de faire au conducteur, c'est tout simplement de comprendre qu'au niveau de son comportement, il peut avoir des temps qui sont plus ou moins longs pour un ou l'autre des conducteurs, ce qui va lui faire des mauvaises manœuvres ou des manœuvres qui ne sont pas adéquates. Donc ici, on a tout simplement un véhicule qui entre dans une espèce de boîte. Le moniteur que vous voyez doit lui faire un signal, et si vous voyez les 3 cônes qui sont à l'avant du véhicule, lui, au moment du signal, il peut réagir et il doit soit éviter d'un côté ou de l'autre, ou tout simplement freiner selon ce que le moniteur va lui demander de faire. Ici, vous pouvez voir très clairement que le moniteur lui demande d'aller vers la gauche, puis en réalité, on voit tout de suite que le véhicule commence à se diriger vers la droite du moniteur. Pour terminer,
dans cette position-là. Alors, par cet atelier-là, on vient mettre en perspective le temps de perception, d'action du conducteur à des vitesses qui sont en deçà de 40 km/h. Et là, la plupart des conducteurs vont nous dire avant l'atelier que c'est trop simple, qu'à 30 km/h, ils ont amplement le temps de réagir, qu'il n'y a pas de souci. Et je vous dirais que 50-60% des conducteurs, lors d'un des 3 passages qu'ils font, vont faire une manœuvre à l'envers ou une mauvaise manœuvre ou vont tout simplement manquer l'évitement. L'objectif n'est pas ici de les faire réussir et de leur donner un faux sentiment de confiance. L'objectif ici est de leur montrer qu'il y a un temps de réaction qui est réel et que s'ils ne prennent pas en considération, et lorsqu'ils auront une manœuvre d'urgence à effectuer en mode d'urgence, ils ne seront pas en mesure de le faire parce qu'ils vont manquer de temps, ils vont manquer de distance. Et ça, c'est un des ateliers qu'on utilise qui fait le plus réagir les conducteurs, étant donné qu'ils ont l'impression d'entrer dans une espèce de boîte. Donc, tout est fait pour augmenter le niveau de stress. Tout est fait aussi pour que leur attention soit dirigée ailleurs. C'est-à-dire qu'ils doivent regarder le formateur avant d'observer l'obstacle. Et au moment du signal, ils peuvent lâcher le formateur des yeux et essayer d'éviter l'obstacle du côté que le formateur aura précisé. Donc ça, c'est quelques activités qu'on fait au niveau pratique qui permettent de démontrer aux conducteurs que finalement, dans un environnement où ils croyaient être en contrôle, finalement, ils ne sont pas nécessairement autant en contrôle qu'ils croyaient. Et par la suite, une fois qu'on a terminé ces ateliers-là, on retourne sur la route. Et là, on voit un changement important du comportement du conducteur sur la route après l'observation et après les ateliers pratiques. Si je fais un court résumé de ce que je viens de vous expliquer, c'est que l'étude qu'on a fait en 2012, les problématiques qu'on a essayé de relever, le temps de formation qu'on avait qui était court, la clientèle qu'on a et la formation qu'on voulait mettre en place sur le comportement ne pouvaient pas être optimisés si on n'utilisait pas ces types d'outils qui sont à notre disposition, soit la formation en ligne et les concepts de formation aux adultes, donc l'andragogie. Par le biais de cette formation-là, de cette méthode-là, on est capable de réduire les temps de formation, d'augmenter le nombre de personnes formées sur une courte période et surtout, on est capable d'obtenir des résultats et ça, les résultats ont été calculés, par exemple, au 1054, on a réduit de 26 à 36 % de taux d'accidentologie dans le 1054 sur une implantation de 3 ans de la formation. Au jour d'aujourd'hui, on a l'ensemble de la Bretagne qui a été fait. Donc, l'ensemble de la Bretagne est formé au niveau des moniteurs. Maintenant, ce qu'il leur reste à faire, c'est former les conducteurs et d'ici 3 à 5 ans, pourront reprendre la formation de maintien des acquis, étant donné que l'ensemble des conducteurs auront été formés. Ce qui est important aussi de comprendre dans cette approche-là, c'est que, comme vous l'avez vu, 4 heures de formation, c'est pas très, très long. 4 heures de formation en ligne non plus, c'est pas très long. Et moi, je vous dis qu'on est en mesure de changer les comportements. Pourquoi on est capable d'avoir ces résultats-là? C'est que à la fin d'une journée de formation, vous n'atteignez pas un 80% ou 90% de résultats sur vos participants. Étant donné que l'objectif de la formation, c'est d'abord d'initier une réflexion. Le deuxième objectif de la formation, c'est de leur donner des outils pour que, à tous les jours, lorsqu'ils seront mis en contexte, ils soient capables d'appliquer et de revoir leur comportement au niveau de la conduite des véhicules, ici, en ce qui me concerne. Et ça va leur permettre d'augmenter leur niveau de sécurité en conduite.
Et on peut vraiment, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a un délai d'1 mois ou 30 à 40 jours entre la formation en ligne et le volet pratique. Puis après ça, on peut compter un autre 3 à 6 mois avant d'en voir vraiment les résultats sur le terrain. Bien, une chose qui est très marquante, c'est qu'on s'aperçoit que lorsqu'on fait une formation, je vais utiliser le mot de masse, donc lorsqu'on va cibler, exemple, une caserne, un centre de secours ou même une région, et qu'on dit que dans un court laps de temps, on va former beaucoup d'individus, ce qu'on s'aperçoit par la suite, c'est que chacun de ces individus-là devient un porteur, si vous voulez, de l'idée ou encore de la philosophie de la conduite préventive, et ils vont s'entraider parce qu'ils vont avoir le même discours, parce qu'ils vont avoir un discours commun. Ils vont avoir une terminologie sur laquelle s'appuyer. Et c'est ce qui va faire que les résultats augmentent de mois en mois, même si la formation a été faite avant. On l'a testé dans différents... Là, je vous parle du projet qu'on a fait en France, mais on a testé en Chine. En Chine, le projet qu'on a fait, c'est avec un manufacturier de véhicules d'incendie. Et ça n'a rien à voir avec la conduite. On a pris la même approche et on l'a fait pour l'optimisation de l'utilisation de ces véhicules. Et au jour d'aujourd'hui, il y a eu une diminution d'entretien sur ces véhicules, une diminution de bris et une augmentation de la rapidité d'utilisation de ces équipements parce qu'on a mis en place le même type d'approche, donc formation de formateurs, mise en place de formation ouverte à distance, les délais de formation qui étaient respectés. Et ce processus-là est hyper important si on veut obtenir les résultats à la fin. Est-ce que vous avez des questions sur, si vous voulez, le concept de la formation qui est mis en place dans les SDIS en France? Comment vous évaluez le facteur stress? Pardon, j'ai compris facteur stress. Donc, je présume que la question, c'est comment vous évaluez le facteur stress? Parfait. Oui, tout à fait. Ah ben, c'est facile, il y a souvent une goutte ou la face est rouge. Donc, les ateliers qu'on fait, la mise en place des ateliers, par exemple, la boîte d'évitement que vous avez vue, là, donc l'espèce de boîte, c'est surtout avec cet atelier-là qu'on peut déterminer si la personne réagit bien, réagit moins bien, ou se sent, bon, comment elle se sent. Puis c'est lorsqu'on fait le retour avec chaque participant sur cette activité-là, on est capable du moins, on est capable de leur donner une idée ou un aperçu de leur réaction en situation de stress. Et on va extrapoler à d'autres situations, et là, ils vont nous dire qu'effectivement, oui, c'est vrai que dans tel type de situation, ils ont de la difficulté à, exemple, gérer leur conduite, parce que, bon, nous, en l'occurrence, on va œuvrer uniquement en conduite. L'autre façon pas d'analyser, mais d'évaluer un peu le facteur stress, c'est lorsqu'on est en milieu urbain, on va tout simplement forcer les conducteurs à réduire leur vitesse, à être beaucoup plus, je veux dire, on va exagérer le principe de sécurité. Bon, ce que ça va provoquer, c'est qu'à l'arrière, les gens qui suivent, eux, vont s'impatienter. Et je vous dirais 3 à 4 minutes de cette technique-là, puis on va voir si le conducteur réagit bien au stress ou non. La plupart du temps, ils veulent soit se ranger, ils vont soit accélérer, ou ils vont tout simplement nous dire « je suis pas du tout à l'aise avec la pression que je subis présentement ». Et bon, on va être capable, encore une fois, de mettre en perspective que ça, c'est au niveau de la gestion du stress. On a une activité, je vous la présente dans quelques instants, parce que là, maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est la formation en ligne. Alors, je vais vous présenter certains modules, certaines activités qu'on fait, comment on présente l'interactivité. Et dans un de ces modules-là, on a un algorithme qui a été fait pour présenter ou mettre en perspective les phénomènes de stress. Est-ce que c'était la question? Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, vous avez répondu. Parfait. D'autres questions? Non? C'est bien. Est-ce que c'est parce qu'il est presque 10 ans?
écoutez, je termine avec les outils. Je sais que ça a été... j'ai essayé de vous présenter un petit peu le projet, donc sur quoi on se basait, comment on l'utilisait. Et ce qui est le plus important, je pense, c'est de pouvoir comprendre et voir les modules. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager tout simplement ici, donc, le module de formation. Est-ce que tout le monde le voit bien? Donc, ça, c'est... dans un premier temps, là, s'il y a du son et que vous n'avez pas le son, inquiétez-vous pas, je vais commenter avec ma magnifique voix. Alors, ici, dans un premier temps, on met les gens en contexte et au lieu de leur donner des objectifs de façon traditionnelle, ben, on le fait sous forme de mise en situation. Donc, ici, ils doivent lire un article de journal pour essayer de comprendre un peu où s'en va la formation. C'est une mise en contexte. Bon, qu'a une victime, on essaie d'aller chercher la sensibilité. Ce qui est important au niveau des concepts d'andragogie ou des nouvelles techniques de formation, c'est surtout d'aller chercher l'intérêt, d'aller chercher une interactivité. On va souvent utiliser, bon, soit les mises en situation, même ce qu'on appelle le gaming, qui utiliser les jeux ou encore les gens sur certaines applications vont pouvoir se lancer des défis, mais à travers ces défis-là, ils vont devoir trouver des réponses et faire un cheminement. Alors, ils vont utiliser ici tout simplement l'article de journal pour faire défiler les informations et à un moment donné, ils vont arriver sur des objectifs de formation. En activant l'objectif de formation, est-ce que vous avez le son? Non. Non? Bon. Désolé, mais ici, il y a une narration. Donc, la personne va demander et l'apprenant, lui, est obligé d'interagir. Sinon, il ne peut pas continuer. Donc, il va devoir venir donner une réponse, peu importe laquelle, qu'elle soit bonne ou non, et malheureusement, mauvaise réponse, il doit recommencer. Pourquoi on a fait cette interaction-là de cette façon-là? C'est que c'est très important pour nous que le participant soit en mesure de bien nommer différents éléments. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'ils arrivent en formation pratique, s'ils ne comprennent pas qu'est-ce que le mode normal, bien, je dois prendre énormément de temps pour expliquer à une personne sur 4 qu'est-ce que le mode normal avant de commencer la formation pratique. Donc, ils vont faire les sélections et ils vont tout simplement, je fais la mauvaise sélection, merci. Voyons, ça ne va pas marcher. Et ils vont être validés au fur et à mesure et ils devront passer à la page suivante. Je suis désolé parce que moi, je l'ai dans les oreilles le son. Donc, quand on parle, je suis un petit peu distrait. Donc, ça, c'est dans la première étape. Ce que je vous expliquais, c'est qu'ils vont eux-mêmes devoir s'approprier la formation sous forme de mise en situation. Deuxième élément de formation qu'on peut utiliser, c'est tout simplement lorsqu'ils ont à... quelque chose. Bon, désolé. Donc, ici, ils doivent tout simplement utiliser les parties, aller chercher l'information. Donc, c'est une interaction qui est de base, mais ils peuvent, à leur rythme, bien comprendre l'animation. Donc, c'est pas géré par le formateur, c'est vraiment géré par l'apprenant qui, lui, va, au fur et à mesure où il a bien compris la notion, aller voir l'autre passer, aller voir l'autre passer. Et ce qu'on a aussi, comme type d'information, c'est des petites mises en situation. C'est-à-dire qu'ici, on met une situation sur laquelle il y a plusieurs choix, et l'apprenant, lui, devra dire quel choix il fera pour cette situation. Ce que ça permet de faire à ce moment-là, c'est de venir, de forcer le participant à se compromettre sur une réponse dans un premier temps, et à remettre en question ses convictions. Donc, dans cette situation-là, ici, qui était loi et perturbation,
si je prends la manœuvre avec deux véhicules d'incendie, ce qu'on leur dit, c'est tirer sur l'intersection. Les véhicules ont un faible d'intersection. Là, on va demander comment le conducteur de d'urgence devrait agir. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Il va avoir une sélection de réponses, mais on va donner un feedback. On va donner un feedback sur les risques que ça peut provoquer et on va lui demander de recommencer jusqu'à ce qu'il ait la bonne réponse. Et là, on va lui dire vous laissez du temps à la situation pour passer, vous donnez l'opportunité du plancher de prendre les bonnes décisions et vous allez passer plus rapidement. Donc, ici, ce qu'on veut mettre en perspective, c'est ce que je veux vous expliquer, c'est pas tant la notion d'apprentissage, c'est pas la notion technique, mais c'est plutôt de quelle façon on leur permet d'évoluer dans leurs apprentissages. C'est-à-dire que s'ils avaient déjà la bonne réponse parce qu'ils avaient déjà le bon comportement, ben, ils se sentent moins concernés, peut-être, mais ils ont conforté leur décision. Et s'ils avaient eu une réponse différente, eh bien, ils peuvent comprendre pourquoi leur réponse n'était pas nécessairement la meilleure. Parce que, bien entendu, chaque situation est propre au niveau de chaque individu et chaque comportement va donner lieu à une réaction des autres conducteurs. Alors, ce n'est pas basé sur la vérité infime. Par contre, c'est basé sur une réflexion que chaque conducteur devra faire à chaque situation donnée. Et ces petits exercices-là leur permettent de le faire. J'ai eu une question sur le stress, donc je vais vous parler d'une activité sur le stress. En réalité, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit un algorithme qui permet aux conducteurs de comprendre, dans une mise en situation qui est longue, comment son niveau de stress pourrait être influencé en fonction de sa préparation. Donc, ici, tout simplement, dans un premier temps, on explique les différents niveaux de stress qui sont théoriques, qui ne sont pas nécessairement pris dans le béton pour chaque individu. Et là, on leur explique que plus on rentre dans le stress, plus on s'approche d'un état qui ne pas à la conduite. Une fois qu'ils ont bien compris les différents niveaux, on va rentrer dans la mise en situation. Donc, dans la mise en situation, on vient faire, c'est tout simplement leur expliquer qu'ils devront se préparer à l'événement, qu'ils vont recevoir une information, et que pour chaque information qu'ils vont recevoir, ils devront dire qu'est-ce qu'ils vont faire pour réagir à cette situation. Et ici, pour trouver une tableau dans lequel nous, on va faire varier le niveau de stress en fonction de leur. Et bien entendu, on c'est pas nécessairement le niveau de stress de cette méthode-là, mais c'est ce que vous pouvez trouver si vous faire les d'autres activités. Quand on a un événement, et que, naturellement, pour un sapeur-pompier en intervention, il doit être une zone par contre, c'est être alerte, il doit être prêt à réagir, il doit être prêt à faire ce pourquoi il fait son métier, c'est-à-dire aller sur la tête d'urgence et aider dans une situation qui peut être critique. Et là, ici, on lui demande, ben, avant de quitter avec le véhicule, qu'est-ce que tu vas faire en tant que conducteur? Alors là, il fait des choix. Il y a plusieurs choix qu'il peut faire. Puis, il n'y a pas un ou deux, tous les choix peuvent être bons. Alors là, on va lui demander l'effet sur ses actions. On lui dit, oups, là, ton niveau de stress a augmenté. Pourquoi le niveau de stress a augmenté? Ben parce que tu n'as pas été en mesure d'analyser ton propre état. Donc, quand tu es parti, tu n'étais même pas conscient de ton état à toi. Et en plus, tu n'as pas analysé ton trajet, donc ça pourrait te donner des problématiques, étant donné que tu ne sais pas où tu t'en vas. Et là, il peut, bon, je vous défile ça rapidement parce que je vous demande. Et là, deuxième information. Et quand tu es sorti de la caserne, maintenant, ton niveau de stress, on figure qu'il a augmenté parce que tu n'es pas bien préparé. Maintenant, je te dis que le feu est confirmé. Alors là, tu as des équipes sur le terrain, le feu est confirmé. Et là, automatiquement, étant donné que je t'ai donné une information supplémentaire qui a fait en sorte que tu as pu pêcher plus de la situation,
Là, on dit que dans ça peut augmenter drastiquement et donc dans un état d'urgence. Il ne peut pas continuer. Il faut revenir à l'élément initial et il doit reprendre sa mise en situation pour comprendre où étaient ses erreurs. Bon, vous allez me dire, et je le conçois, que ce type d'exercice-là ne peut pas définir l'état de stress de la personne qui est derrière l'écran, et vous avez raison. Ici, ce qu'on veut, c'est exposer ce qui peut arriver. C'est de faire comprendre au conducteur que ce n'est pas parce qu'il ne ressent pas les effets du stress qu'il n'en subit pas les conséquences. Et lorsqu'on va le mettre en perspective, et c'est là que j'attire l'attention de la personne qui a posé la question sur le niveau de stress, et suite à cet exercice-là, lorsqu'il va être remis en contexte dans la boîte d'évitement et qu'il rentre dans une boîte, il y a le signal à la dernière minute, et là, il doit réagir. Bien là, il va bien comprendre ce qu'on voulait dire lorsqu'on expliquait, lorsqu'il a fait l'activité. Et c'est là que les gens vont se rendre compte à quel point le stress, finalement, leur amène des problématiques en conduite et même au niveau de leur travail. Parce que ce qu'on leur explique ici, ce qu'on leur fait voir, c'est qu'une fois que tu arrives à l'intervention, là, il faut faire l'intervention. On a des décisions à prendre rapidement. Et si notre niveau de stress est trop élevé, bien, les premières décisions qu'on va prendre dans les premières minutes ne seront pas nécessairement les bonnes. Et à ce moment-là, par la conduite du véhicule, on vient de nuire à l'intervention. Et au lieu de sauver du temps, comme on le voulait, bien, on en perd, étant donné que l'intervention va partir peut-être pas dans la bonne direction. Alors, par ces exercices-là, je reviens au but de la formation en ligne, par ces exercices-là, on est capable de faire comprendre aux conducteurs l'impact que certaines réalités peuvent avoir sur lui. Je répète ce que j'ai dit au début. Ils vont l'expérimenter dans les exercices que je viens de vous montrer, donc ils vont répéter, ils vont se re-questionner, ils vont interagir. Une fois que c'est fait, on les laisse assimiler tout ça pendant une période de près de 30 à 40 jours. Une fois que c'est fait, on les remet en contexte réel au niveau du terrain, et là, on peut voir directement les conducteurs réagir à ce qu'ils ont appris, et même l'énoncer, le dire, bien, finalement, ce que j'ai fait à l'ordinateur, bien, lorsque je me retrouvais en contexte réel de conduite, bien, j'ai eu des réactions auxquelles je ne m'attendais pas. Et ça, on l'explique à cause du cheminement cognitif qui a été créé, parce qu'on est allé chercher des connaissances qu'il avait déjà à chacun, et lui a pu mettre ces connaissances-là de l'avant pour bien comprendre chaque activité, ce qui fait que c'est plus facile pour lui de se remémorer lorsqu'il en a besoin, et il y a un moins grand besoin d'analyse. À ce moment-là, il peut réagir plus rapidement. Et comme je vous disais tout à l'heure, avec ce type d'approche-là, on est capable, on a démontré qu'on diminuait au-delà de 25% d'accidentologie chez les jeunes conducteurs, et ça c'est important. Une statistique importante, c'est que 80% de l'accidentologie est provoquée chez les jeunes conducteurs qui ont moins de 10 ans d'expérience dans un service d'incendie, que ce soit en France, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis. Donc, ils représentent 80% de la problématique. Lorsqu'on est capable de diminuer de 25 à 30% d'accidentologie chez les jeunes, ben, c'est qu'on est capable rapidement de réduire aussi sur l'ensemble des autres membres qui vont conduire des véhicules d'urgence. Alors, j'espère que je sais que, bon, c'est peut-être plus compliqué, là, étant donné que je suis à distance, que c'est une présentation que je fais par moi-même. Je ne vais peut-être pas laisser le temps de lire chaque activité. Il n'y avait pas le son, malheureusement, donc la narration, vous n'avez pas pu l'entendre. Mais ce qui est important pour moi, c'est surtout de vous montrer les niveaux d'interaction qu'on va utiliser dans nos formations et comment on va aller chercher l'attention et comment surtout on va être capable, une fois, de gérer le savoir-être lors d'une formation. Est-ce que vous avez des questions en ce qui concerne l'ensemble de la présentation? Bon. Alors, moi j'en ai peut-être une, si vous le permettez. En fait, j'aimerais savoir, selon vous, en quoi un simulateur de conduite
pourrait contribuer à la formation des conducteurs en ligne, à l'apprentissage des conducteurs en ligne? Bon, à la base, je vais vous répondre la façon suivante, parce que je ne veux pas offusquer personne, donc je vais être modéré dans mes propos. Donc, le simulateur de conduite, c'est un excellent outil pédagogique. Donc, c'est un excellent outil. Par contre, ce qu'on a remarqué avec les années, et donc ça fait depuis 2006 qu'on fait la formation de la façon dont je vous l'ai exposé, depuis 2012, 2012 en France, mais avant on le faisait au Canada. Par contre, la problématique avec les simulateurs, c'est qu'ils doivent venir après la formation de base sur le terrain et la formation comportementale. Donc, si on veut que les conducteurs puissent apprécier leur simulation, ce qu'ils doivent aller chercher dans la simulation, c'est les éléments qui peuvent nuire à leur conduite, et non pas de faire une manœuvre en prétextant qu'elle simule le comportement du véhicule ou même du conducteur. Alors, peu importe que vous ayez fait la formation ou non en simulateur, si vous n'avez pas fait la formation sur un réseau routier, avec un véhicule, avec un vrai, comment je dirais bien ça, un vrai partage de la route avec les autres usagers de la route en mode urgence, bien, vous n'êtes pas à même d'apprécier les problématiques ou même les forces. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, un simulateur, c'est excellent au niveau pédagogique, étant donné qu'on peut créer des situations sans les vivre sur le réseau routier, donc sans perturber la circulation. On peut créer des situations à travers lesquelles les apprenants vont être en mesure de créer déjà un cheminement décisionnel, c'est-à-dire de dire, si ça m'arrivait sur une intervention, bien voici les éléments que je pourrais prendre en compte et voici les pistes de solutions que j'aurais pour réagir à cette situation-là. En contrepartie, le simulateur, on pourrait enlever le volant, on pourrait enlever les pédales, garder juste l'écran et juste énumérer les éléments et on aurait le même résultat. On a fait les tests avec une simulation uniquement à l'écran sur des dangers. Donc, on a filmé des situations et on demandait à l'apprenant de tout simplement identifier les endroits où il y avait des dangers avec la barre d'espacement. Et pour ce faire, on a mis des lunettes qui filmaient l'œil. Donc, on savait au moment où il pesait et appuyait sur la barre d'espacement, on savait où il regardait. Et autant les gens qui ont fait cette simulation-là ou qui ont utilisé des simulateurs ont eu les mêmes réponses et les mêmes réactions. Et lorsqu'ils se sont retrouvés sur la voie publique, donc sur un circuit réel, le retour a été le même. Bien, je voyais les dangers à l'avance, j'étais capable d'y réagir, mais après, je savais conduire, donc j'ai réagi de toute façon. Il faut aussi prendre en considération que le cerveau a une capacité de faire 3 à 4 choses en même temps. Donc, si les musiciens vont en faire plus, mais nous, on fait 3 à 4 éléments en même temps. Et je vous inviterai à trouver certaines petites vidéos sur le web qui le démontrent clairement. C'est-à-dire qu'on prend 2 groupes, un groupe habillé en noir, un groupe habillé en blanc. Ils se passent le ballon devant une porte d'ascenseur et on demande à la personne de compter le nombre de passes que les blancs vont faire. Et on fait passer un gorille à travers la pièce et les gens ne voient pas le gorille. Parce qu'ils sont concentrés sur une couleur, sur compter et des déplacements. Donc, on vient de limiter la capacité du cerveau à voir quelque chose qui est très évident parce que lorsqu'on le repasse par la suite, on voit un gros gorille se pointer au milieu de la pièce, à travers les équipes, il reste là, il nous regarde et après ça, il repart. Pourquoi je vous explique ça? C'est que lorsqu'on utilise un simulateur et qu'on demande à la personne d'utiliser un volant, une pédale, bien, on limite sa capacité à faire son apprentissage au niveau des vrais éléments qu'on veut, c'est-à-dire identifier les risques et y réagir. Donc, on va optimiser ça de la façon suivante, c'est qu'on va aller sur le terrain, on va utiliser un vrai véhicule, on va utiliser des vraies personnes, on va le faire manœuvrer dans un circuit urbain, on va s'arrêter régulièrement pour observer ce qui se passe et surtout expliquer de quelle façon ici on aurait pu réagir, qu'est-ce qui aurait été bon, moins bon, les pièges.
Et ça va augmenter sa capacité à conduire. Donc, ma réponse est très longue, peut-être un peu évasive, mais je voulais vous mettre en contexte sur le fait que on croit au simulateur parce que c'est des bons outils, mais avant d'en arriver au simulateur, il y a beaucoup de choses qui devraient être faites, à notre avis, avant de positionner les gens dans un outil simulateur. Merci pour votre réponse. Y a-t-il des questions? Oui? Oui? Non? Ok. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que, alors, sauf erreur de ma part, vous n'avez pas contacté M. Lebrun qui vous a précédé. Et me semble-t-il, vous avez fait la démonstration de ce qu'il exposait, notamment en ce qui concerne donc, la pertinence des solutions distancielles quant à prévoir des activités. C'est-à-dire, en fait, une solution distancielle sans activité n'est pas très pertinente et qu'il faut absolument donc, prévoir les activités d'analyse de la situation, voilà, des situations. Et nous, vous en avez fait la démonstration et je trouve ça enfin, voilà, extraordinaire et super. Enfin, voilà, sauf si je me suis trompé dans mes observations, mais merci pour cette belle démonstration, en tout cas, de ce que théorisait donc, M. Lebrun qui nous a précédé. Y a-t-il donc des questions, des observations, des réflexions? Non? Bon, écoutez, M. Lebrun. M. Poirier. Merci, M. Poirier. Merci infiniment. Merci infiniment. Plaisir. Merci à vous d'être resté aussi tard. Je devais être fatigué. Et désolé, je crois que j'ai un petit problème technique, donc il y a eu beaucoup de... Moi, mon écran a figé souvent, donc je m'excuse, j'étais dérangé constamment par ce phénomène. Alors, désolé si ça n'a pas été fluide ce soir. Et merci d'être resté, surtout de ne pas être parti en courant. Merci à vous, c'était extrêmement intéressant. Merci. Merci, M.